Alors, quelles sont les 10 plus grosses erreurs que font les indépendants expérimentés quand ils veulent sortir du salariat déguisé pour vendre leurs propres offres de services en direct à des boîtes de type start-up, PME et ETI? Alors, cet atelier, justement, aujourd'hui, je ne sais pas du tout combien de temps il va durer, il s'applique justement pour ce genre d'indépendants. Donc, on appelle ça des indépendants fractional, donc des gens qui sont CTO, DSI, des head of, des RSSI, ça peut être des tech leads expérimentés, des architectes, etc. Donc des gens qui ont du bagage. Ça peut être des profils qu'on appelle aussi à temps partagé ou as a service. Mais ça peut aussi être pour des profils expérimentés dans la tech ou dans l'industrie qui sont aujourd'hui dans des missions classiques, hein, c'est-à-dire à travers une ESN pour un client unique et qui souhaitent ne plus dépendre des intermédiaires de type ESN et d'apprendre justement à aller vendre leurs services en direct à ces entreprises et d'avoir plusieurs clients en parallèle, etc. Voilà. Bon, c'est surtout applicable pour ce genre de profil, hein. Si aujourd'hui vous avez une mission à travers un client, à travers une ESN pour un client unique et que vous êtes content comme ça, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Alors, moi j'accompagne des indépendants donc officiellement depuis 4 ans et officieusement depuis maintenant 13 ans. Et j'ai remarqué justement que ce type d'indépendant qui veut s'affranchir du milieu des intermédiaires, sortir du salariat déguisé, etc., il faisait souvent les mêmes types d'erreurs. Et j'en ai listé 10 erreurs les plus typiques. Je vais vous expliquer c'est quoi ces erreurs. Je vais vous expliquer ce qu'on me dit en général à propos de ces erreurs. Pourquoi c'est un problème. Parce que c'est important de comprendre. Et ensuite, comment vous pouvez faire pour sortir de tout ça. Allez, je commence directement. Alors, l'erreur numéro un de ces profils fractionnels, as de service, etc., c'est que la majorité d'entre eux ne prospectent pas. Vous connaissez la prospection, c'est l'art de rentrer en contact avec des prospects. Ça peut se faire par message sur LinkedIn, ça peut se faire par mail, ça peut se faire potentiellement en faisant des appels à froid, ça peut se faire en envoyant des pigeons voyageurs, peu importe. En tous les cas, une démarche proactive. La grande majorité d'entre eux ne prospectent pas, alors que leur rôle, leur but, justement, c'est d'avoir plusieurs clients, de vendre leurs propres offres de services, etc. Donc, ils me disent quoi en général? Ils me disent, par exemple, écoute, Karim, et ça arrive très souvent que j'entende ça, je suis pas capable de prospecter. Je suis incapable de prospecter. Moi, je leur réponds toujours la même chose. Je leur dis, les gars, ou messieurs, parce que souvent, souvent c'est des messieurs, souvent c'est des hommes. Je leur dis, on n'est pas là pour apprendre à envoyer des fusées sur la Lune. On n'est pas en train d'apprendre à envoyer une expédition sur Mars ou à inventer le futur vaccin contre tous les cancers du monde. Non, non. On parle de prospection. C'est pas non plus la mer à boire. C'est juste que ça s'apprend en fait. Ça s'apprend comme tout. C'est sûrement beaucoup plus simple que l'expertise technique que vous avez aujourd'hui. C'est même quasiment sûr. Mais c'est des choses qui s'apprennent. Et des fois on me dit oui, ok, ça s'apprend, mais tu sais, moi j'ai pas l'âme d'un commercial. Moi j'ai pas, je suis pas né avec. Personne n'est né avec. Ok, ça c'est du bullshit intersidéral. Il y a peut-être des gens qui ont des affinités avec le commerce, qui ont peut-être une fibre commerciale, mais tant mieux, ils apprennent les choses plus facilement. La grande majorité des gens n'ont pas de fibre commerciale, moi y compris, et ben on apprend les méthodes. La prospection, par exemple, c'est de la méthode. Il faut apprendre à le faire. Une fois qu'on sait le faire, et ben on le fait. Voilà. Et le plus important sur cette phrase, c'est que, ok, vous pouvez être incapable de prospecter à l'instant T. La problématique, c'est que si dans 12 ans, vous dites encore la même chose, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Il faut juste apprendre à le faire. Une fois que vous avez appris à le faire, bah nickel, vous connaissez les bases, etc. Toujours un peu se mettre à jour au fur et à mesure du temps, parce que les méthodes de prospection peuvent changer un peu. Des fois, vous savez, la prospection, c'est plus euh, une méthode de prospection à utiliser, moins elle est efficace. Donc toujours être un peu à la page sur la prospection, mais ça s'apprend. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être introverti, extraverti, etc. Tout ça, on s'en fiche. C'est de la méthode. Ça s'apprend comme tout. On me dit aussi, bah, Karim, moi, je prospecte pas parce que, bah, écoute, j'ai pas besoin de prospecter. Les gens, ils me trouvent. On vient me voir directement. Alors, déjà, bravo, hein, c'est super. Mais je vais vous dire pourquoi cette façon de réfléchir et cette façon de penser, elle est néfaste. Rappelez-vous de cette phrase que j'ai écrite ici. L'inbound est la face immergée de l'outbound. D'ailleurs, c'est même pas immergé, je me suis trompé. Donc, bien que je le fais en live. C'est la face émergée de l'outbound. L'inbound, c'est quoi? C'est les opportunités qui viennent toutes seules. On vient nous voir. L'outbound, c'est le fait d'aller chercher les opportunités par nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si par exemple vous recevez une opportunité par mois, donc on vient vous voir spontanément, la vérité c'est que si vous,
vous vous mettez à aller chercher aussi des opportunités, vous pourrez potentiellement en choper 5 ou 10 fois plus. Parce que le fait qu'on vienne vous voir, mine de rien, c'est pas évident. Quand en B2B, on vienne vous voir pour dire on a besoin de vous, etc. C'est pas évident. La majorité des gens, des clients, ne vont même pas se manifester. Ils vont essayer de le faire en interne, etc. Ou faire appel à des ESN parce que ces ESN, ils ont prospecté, etc., etc. Donc, voyez euh, les opportunités que vous recevez comme la partie émergée d'un iceberg, celle qui est tout en haut, à l'air libre. Et la partie immergée, c'est toutes les opportunités que vous pourriez aller chercher si vous développiez une démarche proactive de prospection. Ça, je l'ai vu plein de fois. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, non, avant-hier, j'ai un ancien indépendant de mon programme, qui se reconnaîtra, je vais pas dire son prénom, euh, qui me dit, écoute, aujourd'hui, j'ai été pas mal contacté. Bon, c'est une personne qui est experte dans son domaine, qui a beaucoup d'expérience, qui participe, qui anime des conférences, etc. Et qui me dit, écoute, ces temps-ci, je suis beaucoup contacté en inbound par des boîtes, je vais pas dire d'un certain secteur, voilà, et c'est systématique. Je lui dis, écoute, c'est très simple. Il a reçu au moins 10 opportunités en assez peu de temps. Je lui dis, c'est très simple. Tu prends ces 10 opportunités, tu les décortiques à mort, tu décortiques la boîte, dans quel contexte elle est, la taille, etc., etc. Tu détermines l'ICP, la typologie de la boîte, et boum, tu vas rentrer en prospection. Et là, tu vas aller chercher la partie immergée de l'iceberg. Rappelez-vous. Après, si vous me dites, écoute, Karim, l'inbound, ça me suffit. J'ai une opportunité par mois, ça me va. Je sais que je peux avoir plus avec de l'outbound, mais j'ai pas envie d'aller le chercher. Très bien. Mais il faut simplement en être conscient. On me dit aussi, écoute, je prospecte pas parce que franchement, tous mes clients, là, jusqu'à présent, c'est du bouche à oreille. Très bien. Le bouche à oreille, c'est très bien, il n'y a aucun souci. La seule problématique du bouche à oreille, c'est quoi? C'est que c'est pas un canal qui est prédictible. Si vous, aujourd'hui, vous travaillez en bouche à oreille, vous savez très bien, en janvier, vous allez avoir 2 opportunités, février, mars, 0, avril, 1, mai, on ne sait pas trop, on va arriver en été, ça va commencer à se raréfier, septembre, 5, c'est pas prédictible. Et on ne peut pas baser une activité d'indépendant sur du hasard, sur je sais pas où est-ce que va venir et quand est-ce que va venir ma prochaine opportunité. Donc c'est pour ça que c'est bien de compléter ça avec des systèmes d'acquisition type prospection qui sont plus prédictibles, donc apportent plus de tranquillité d'esprit derrière. Et enfin, et celle-là elle est magnifique, je l'aime beaucoup, qui Karim, franchement j'aimerais bien apprendre à prospecter, il n'y a pas de souci. La problématique c'est que j'arrive pas à livrer mes clients et prospecter en parallèle. Quand j'ai mes clients, quand je dois délivrer, quand j'ai signé un contrat, quand je dois délivrer pour mes clients, je fais rien d'autre. Limite en mode ermite, je fais rien d'autre. Ça peut se comprendre, c'est-à-dire, écoute, j'ai le ventre plein, j'ai pas envie d'aller chercher à manger. Et ça se comprend tout à fait. Mais il y a 2 problèmes dans cette phrase. Premièrement, ça veut aussi dire j'ai du mal à me libérer du temps. La vérité, c'est qu'une prospection bien faite, un système de prospection bien fait, ça prend 2-3 heures par semaine. Quand je dis bien fait, c'est-à-dire qu'il y a un gros boulot qui a été fait sur le positionnement, la validation du positionnement, une vraie méthodologie de prospection, etc. C'est ce que j'enseigne à toutes les personnes, aux indépendants tech et industrie que j'accompagne. Après, ça prend 2-3 heures par semaine, grand max, et dans les 2-3 heures par semaine, il n'y a pas que de la prospection d'ailleurs. Il y a aussi de la création de contenu, etc., etc. Donc le temps, c'est bullshit. C'est une fausse excuse. Le temps, ça se trouve. Mais il y a une deuxième chose qui est de dire, je peux pas me concentrer à la fois à livrer mes clients et prospecter. Et moi, je vais vous dire un truc un peu contre-intuitif. La vérité, c'est qu'on n'est jamais aussi efficace pour prospecter que quand on est en train de livrer. Pourquoi? Parce qu'imaginons, on a une offre de service, voire plusieurs, hein, comme tout bon fractional ou profil as a service. Vous avez réussi à vendre votre offre une fois à un client. C'est-à-dire qu'il y a un client, il a accepté de vous payer pour résoudre son problème. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y en a potentiellement d'autres qui ont besoin de vous. Et donc ça légitime le fait d'aller prospecter. S'il y en a un qui a payé, il y en a sûrement deux qui le feront, voire trois, voire quatre, donc ça légitime le fait. Et en plus, quand vous bossez, quand vous allez recevoir de l'argent, vous allez moins être dans le manque. Et le manque, ça se ressent énormément en prospection et en vente. Donc vous allez être plus relax, etc. Et ça va être plus efficace. Donc j'arrive pas à prospecter et livrer mes clients en même temps, bullshit sur le temps. Et c'est dommage de ne pas le faire justement parce que c'est une fenêtre idéale quand on livre que de prospecter. Voilà, c'était l'erreur numéro un. L'erreur numéro 2, il y a quand même quelques personnes qui prospectent. J'ai échangé avec énormément de monde,
tu passais des milliers d'heures au téléphone et parmi les personnes que j'accompagne depuis 13 ans, il y a des gens qui prospectent. Il y en a. Mais ils font toujours les mêmes erreurs. Et c'est les erreurs classiques de prospection. J'ai eu un indépendant une fois, je lui demande, écoute, t'as envoyé combien de messages? Il me fait, j'ai envoyé un peu moins de 500 messages et j'ai eu 3 réponses. Bon, on n'est pas sur des stades de fou, on est d'accord. Mais derrière cette phrase, elle montre que voilà, qu'il a un taux de conversion qui est extrêmement faible. Donc, la prospection, ça marche pas, etc. Il a envoyé plein de messages. La vérité, c'est que derrière ce genre de phrase, il peut se passer plein de trucs. Ça peut être un problème de ciblage, il cible pas le bon type de personne, le bon type de boîte. Ça peut être que le problème que résout son offre de service n'est pas assez douloureuse. Ça peut être parce que le canal de communication qu'il utilise pour prospecter n'est pas le bon. Je dis n'importe quoi, ça se trouve, il va prospecter des boîtes, des boulangers ou des boîtes du BTP, je dis n'importe quoi, et il le fait sur LinkedIn. C'est peut-être pas le plus efficace, le plus adapté. Ça peut être aussi parce que son message, il est pas bon, peut-être qu'il a trop utilisé de LLM, peut-être que les mots qu'il utilise, ils sont maladroits et tout, donc on ne sait même pas ce qu'il fait. Ça peut être le point d'entrée dans la boîte, c'est-à-dire que, en fait, il devrait plutôt prospecter, par exemple, des COO et il prospecte des CTO, donc les CTO, ils voient même pas de quoi il parle. Ça peut être parce qu'il fait pas des relances, etc., etc. Ça, c'est pour apporter de l'appel. Donc, derrière le j'ai envoyé un peu moins de messages, j'ai eu 3 réponses, la prospection, ça marche pas, parce que ça veut dire ça en gros. Il faut décomposer. Voyez la prospection comme un espèce d'énorme tuyau avec plein de trous à l'intérieur. En entrée, vous allez balancer, je dis n'importe quoi au début, 100 litres, et vous allez avoir 1 litre à la fin. Parce qu'il y a plein de trous dans votre tuyau. Le but, c'est d'identifier les différents tuyaux, les différents goulots d'étranglement, pour ensuite les boucher au fur et à mesure et avoir plus d'eau à la fin. La prospection, ça marche, c'est juste qu'il faut bien décomposer tout ça. On me dit aussi, bon Karim, je prospecte, hein, tu vois, typiquement, sur les 3 derniers mois, j'ai envoyé 200 messages automatiques, en utilisant Wallaxy, en utilisant Lemlist, etc. Catastrophique. Catastrophique. Vous le savez vous-même, on n'automatise rien du tout avant que l'on ait fait les choses de façon manuelle et que ça fonctionne. C'est vraiment, mais ça c'est valable dans tout, hein. Lemlist, Wallaxy, la Growth Machine, tous ces outils qui font l'automatisation, de la prospection automatique, c'est des excellents outils. Ils sont très bien. Mais c'est comme un marteau en fait. Un marteau c'est très bien pour des clous, mais pour visser une vis c'est pas très efficace. Là, c'est pareil. Les logiciels de prospection automatique qui sont utilisés soit par des gens qui savent très bien prospecter, soit par des gens qui savent pas du tout prospecter. Ou alors, ils peuvent être utilisés, et c'est le seul cas, moi, où je dis vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, pour prospecter des intermédiaires, des commerciaux de SN. Vous pouvez y aller. Si vous avez un positionnement qui tient la route, le message, on s'en fiche, balancer le même message à tout le monde, ça pose pas de problème. Mais en règle générale, pour du fractional, on va aller prospecter du CEO, du DG, du COO, du CTO, du DSI. Non, c'est du personnalisé. Pas de message automatique. Sinon, vous allez griller votre réputation très rapidement. Quand je demande la cible aussi à des freelances, ils me disent, je vise large. Je vise les startups. Je vise les PME. Quand on vise large, on vise personne. Parce que quand on vise large, ça veut dire que on va avoir du mal à faire un vrai message de prospection qui soit précis, qui soit vraiment personnalisé, qui soit impactant, qui soit vraiment en phase avec notre offre de service, etc. Ça va être flou, ça va être générique, ça va être creux. Quand vous allez viser personne. Et l'idée que j'aime bien dire, c'est quoi? Ta cible, c'est les startups. Il y a combien de startups en France? Ça, 1 milliard de startups. J'ai fait un autre atelier dessus où j'expliquais justement le lien entre prospection et positionnement et comment bien cibler avec plusieurs caractéristiques dans son ciblage. Ça peut être pas seulement la taille, ça peut être aussi un secteur, ça peut être une phase d'évolution de la boîte, ça peut être un élément de timing, ça peut être plein de choses. Il faut définir une cible de façon la plus précise possible, sinon vous allez viser toutes les boîtes au monde, ça marchera pas. Et enfin, donc ça c'est plutôt récent pour le coup. Écoute, j'utilise mon LLM préféré pour écrire mes messages. J'ai mis Claude parce que la vérité c'est que c'est le meilleur pour ça. Aujourd'hui, les LLM pour écrire des messages, c'est grillé. C'est grillé. Tout le monde le fait, ça se voit directement. Moi, parmi les personnes que j'accompagne, très souvent, les gens au début, ils vont envoyer un message, ils vont pas avoir, ils ont toutes les infos pour écrire un message, mais ils vont dire je vais utiliser un LLM, ça m'aidera. Ils m'envoient, je leur dis non, ça tu l'as écrit avec un LLM. Ça se voit, ça se voit. Et les prospects le voient aussi, parce qu'ils reçoivent souvent des messages de prospection, ils vont détecter les patterns euh, d'expression, etc. Et c'est grillé.
Et ça, je crois que j'en parle un petit peu plus loin, mais c'est dommage parce que des fois, j'ai des freelances euh, à qui j'ai pu parler, ou même des freelances du programme, avant que je leur dise arrêtez d'utiliser votre LLM pour écrire des messages, qui ont tout bien fait avant. Ils ont une super offre, ils ont un excellent ciblage, ils ciblent les bons types de boîtes. Le timing, il est bon, ils visent de bons points d'entrée, etc. Tout est bien. Tout est bien. Donc le plus dur, ils ont fait le plus dur, mais ils se font aider par un LLM pour écrire le message. Et c'est bête à dire, hein, mais des fois, il y a des prospects, même si tout est nickel avant, ils vont commencer à lire votre prospect, votre message, et il y a un truc qui va s'allumer dans leur tête. Ils ont déjà vu 50 fois cette expression, ils vont dire, ah ouais, en fait, c'est du spam. C'est dommage, vous venez de gâcher tout le bon travail que vous avez fait. Donc aujourd'hui, là, le 2 juillet 2026, les LLM, c'est encore pourri pour écrire des messages. C'est bien pour plein d'autres choses. Mais pour écrire des messages, c'est pourri. Euh, Peut-être que dans un mois, ça sera juste magnifique. Quoique je l'ai pas essayé avec, je l'ai vu, c'est hier, là, le nouveau modèle Fable qui avait été interdit et qui est revenu maintenant. J'ai jamais encore testé avec. Peut-être qu'il est monstrueux à tester. Erreur numéro 3 que font les indépendants qui veulent proposer leurs propres offres de services et sortir du salarié déguisé. Souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont fait beaucoup de choses. Donc, ils ne savent pas quoi proposer comme service. Ils ne savent pas et souvent, c'est la catastrophe. Ils me disent par exemple, écoute Karim, j'ai toujours eu du mal à bien me positionner. J'ai toujours eu du mal, je sais pas comment faire, c'est la cata. J'ai essayé, ça marche pas. Ça fait 6 mois que je suis dessus, ça marche pas. Ça, c'est le classique. Moi, je leur réponds toujours la même chose. Je leur dis, la réponse, elle est très simple. Parce que souvent, les gens, ils essaient de faire les positionnements dans leur tête ou en mode freestyle. C'est normal que ça marche pas. Si jamais tu l'avais déjà fait dans le passé de façon super structurée, etc., tu l'avais fait peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, de façon structurée, méthodologique, proprement, et qu'ensuite, la cinquième, sixième fois, tu le fais de tête en mode freestyle, ok, hein, y a aucun souci. Mais si tu l'as jamais fait proprement, ça risque pas de marcher. Et tu peux encore attendre 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans avant de bien te positionner. Il n'y a pas de miracle par rapport à ça. Moi, avec les personnes que j'accompagne, on a une méthodologie très rigoureuse pour savoir comment se positionner, hein. Et des fois, il y a des freelances qui, plus tard, décident de changer de positionnement et de faire un peu autre chose. Ils ont déjà fait la chose de façon structurée, donc ils sauront le faire. Ne faites pas tout de tête. Parmi, justement, euh, pour la partie positionnement et construction de l'offre, par exemple, dans la construction de l'offre, euh, j'ai 2 prompts. Ces 2 prompts, ils doivent faire 5 ou 6 pages. Et il y a plein de questions que pose le prompt, etc., etc. Et les gens essaient de le faire de tête. Mais c'est pas possible, trop compliqué. À l'époque, avant l'arrivée des LLM, on faisait ça avec les indépendants du programme, avec un fichier Excel qui avait genre 25 ou 30 colonnes. Pour le faire de tête, c'est quand même un peu dangereux. Le deuxième, c'est, écoute Karim, je sais pas trop quoi proposer comme service parce que, écoute, moi j'ai 25 ans d'expérience, j'ai un peu touché à tout. J'ai un peu touché à tout. Donc je sais pas quoi prendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a le mot choisi. Choisi. Tu peux choisir parmi ce que tu as fait, il n'y a pas de souci. Mais choisis pas n'importe quoi. Choisis l'intersection entre ce que tu aimes faire et ce que demande le marché. C'est pas juste ce que tu aimes faire et tu pars à l'aventure, il faut vraiment l'intersection entre les deux. Tu peux avoir touché à 1 milliard de trucs. Justement, le but au début, c'est de voir quels sont les problèmes que tu as résolus qui sont les plus bankable, et ensuite de mettre en place, moi je vais mettre en place une constellation d'offres et d'aller la valider auprès du marché. Mais ça peut être sur tout et n'importe quoi. Ok. Mais ne fais surtout pas l'erreur que je vois très souvent. Alors je me rends compte que je switch entre le vous et le tu dans cet atelier. Euh, ne fais pas, n'est pas le syndrome que j'appelle des galeries Lafayette. C'est-à-dire j'ai touché à tout, donc je vais proposer tout. Voilà, je suis un département IT. Bon, débrouillez-vous. Vous voulez prendre telle boutique, telle boutique, telle boutique, vous prenez celle que vous voulez. Ça marche pas. Ça. Il faut être spécifique. J'ai aussi un autre atelier qui explique tout ça en détail. Et j'ai toujours eu un rôle de couteau suisse. C'est pour ça, je ne sais pas à quoi proposer. Les fameux couteaux suisses. Vous savez que beaucoup de gens expérimentés ont été des couteaux suisses. Ils ont fait plein de choses. Ils sont capables de descendre très bas, justement, vraiment hands-on dans ce qu'ils font et compagnie. Et ensuite de remonter. Ça, c'est vraiment génial. Les compétences
de couteau suisse, etc. et le type de problème, ça peut très bien se valoriser au sein d'un positionnement, sans aucun problème. C'est pas du tout un souci. Dire je suis surtout un couteau suisse, on donnait un peu tout, etc., ou je savais faire un peu tout, donc en fait je pourrais pas proposer de service, etc. C'est une fausse croyance. Ça marche pas comme ça. C'est un peu comme le point judicieux. Il suffit de trouver les bons problèmes qu'on peut résoudre. Une fois de plus, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'envoyer un petit message. Et enfin celui-là, bon, celui-là je l'ai vu beaucoup de fois. Je l'ai vu beaucoup de fois, donc j'en parle. J'ai un profil un peu généraliste, le fameux généraliste. J'aime pas le mot généraliste. Le mot généraliste, il s'applique surtout pour un marché qui adresse par la compétence. Donc typiquement, le marché des missions freelance classiques, il adresse la compétence. Donc en effet, on va dire tu dois avoir 7,5 années d'expérience dans la compétence Y. Sinon, ça marche pas. Nous, on s'en fiche. En fait, quand on veut sortir du salaire déguisé et faire nos propres offres de services, on va vouloir identifier des problèmes qu'on peut résoudre. Ok. Et quand on est là sur le problème qu'on peut résoudre, le généraliste ou pas, on s'en fiche un petit peu. C'est pas ça qui est important. Pas du tout. Vous pouvez tout à fait faire une offre de service en ayant 1 an d'expérience. C'est pas un souci. Bon, du coup, vous êtes extrêmement généraliste. Généraliste de théorie, on va dire, et un peu de pratique que vous avez fait en école ou on va dire en université. Alors que nous sommes sur un problème à résoudre, donc cette phrase n'a pas trop de sens en fait pour des profils de type fractionnel. Erreur numéro 4, la création de contenu. Souvent, ils utilisent mal la création de contenu. Parce qu'ils se disent, bon, la création de contenu, on va parler de prospection, ok, bon, je vais m'y mettre, parce qu'il faut s'y mettre. Maintenant, la création de contenu. Donc, ils me disent, par exemple, Karim, écoute, j'ai fait de la création de contenu. J'en ai fait et tout, mais ça marche pas. En fait, moi, j'attire que, mais les posts que j'écris, ça attire que des gens comme moi. Que des gens comme moi, mais jamais des clients. Moi, je veux que ça attire des clients. Bon, déjà, c'est normal, parce qu'en général, on écrit des posts sur ce que nous, on vit. Donc, forcément, on attire des pairs. C'est pas un souci en soi, on attire des pairs. Moi, ce que je vous propose de faire plutôt, sur vos posts, c'est très simple, et j'en parle aussi dans un autre atelier, c'est de faire 80% de vos posts sur les problèmes de vos clients et 20% sur vos pairs ou votre écosystème ou votre industrie de façon générale. Ça, c'est vraiment pour rassurer vos clients avant de les prospecter. Et les 20%, c'est vraiment pour aller chercher de la visibilité, de la découvrabilité, parce que c'est des posts qui vont aller reacher, qui vont aller atteindre des audiences qui sont plus larges. Et bien évidemment, les problématiques de vos clients, là, eh ben, ça va être soit toute l'expérience que vous avez accumulée depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc., etc. Mais aussi, quand vous êtes allé valider vos offres de services, vous avez échangé, bien évidemment, avec des gens de votre cible. Ils vous ont donné plein d'infos et vous les réduisez dans votre création de contenu. Tout simplement. On me dit aussi, bon, Karim, écoute, moi, je publie pas aujourd'hui parce que c'est chronophage. Ça me prend du temps. Une fois de plus, hein, c'est comme ce que j'avais dit plus haut sur, en plus c'était sur quoi, sur la prospection, je sais pas quoi, c'est pas chronophage. Si j'étais méchant, je dirais, la vérité, c'est que maintenant, un LLM peut te générer n'importe quoi à n'importe quel poste en 3 secondes. Donc c'est pas vrai. Euh, Attention avec les LLM, pour la génération, etc. Typiquement dans le programme d'accompagnement, j'ai un prompt qui doit faire 2 ou 3 pages, euh, pour lui mettre des bonnes contraintes, etc. Et surtout ce prompt pour créer des contenus et rédiger des posts, il y a pas mal d'inputs qui sont des inputs sur la connaissance client, etc. Il faut bien le nourrir, sinon il va vous sortir des trucs dégueulasses. Mais à terme, de toute façon, franchement, 20 minutes par post, c'est largement suffisant. C'est quand même pas énorme, 20 minutes par post. Vous faites 2 posts dans la semaine, c'est pas énorme, on est d'accord. Et 20 minutes, je prends assez large à terme, on pourrait le faire très très vite. Ouais, je crée pas de contenu parce que tout a déjà été dit. Il y a déjà 2000 personnes qui l'ont dit avant moi. J'ai rien de nouveau à apporter. Ça, c'est vraiment une fausse croyance. Les gens, ils veulent pas avoir des trucs nouveaux. Ils veulent avoir des avis nouveaux, des avis un petit peu différents euh, sur l'expertise des gens. C'est votre avis qui est important. Le tout était déjà dit. Ça en soi, on s'en fiche un petit peu. Je veux pas ressembler à ce que je vois sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je scrolle de temps en temps, je vois plein de clowns. J'utilise ce mot parce qu'il est souvent utilisé par les personnes euh, avec qui j'échange. Je veux pas être un nu influenceur. Je veux pas qu'on me rapproche de ça ou qu'on m'associe à ça. Donc moi, je fais pas de création sur LinkedIn. C'est cringe. Je suis pas à l'aise, etc. Je peux le comprendre. La vérité, c'est que premièrement, vous êtes peut-être, comment dire, vous
coincé dans une boucle algorithmique un peu bizarre avec que des trucs qui vous plaisent pas, c'est possible aussi, hein. C'est le but des réseaux sociaux aussi. Mais ce qu'il faut faire en fait quand on a des activités de type fractional, c'est de faire du vrai contenu, de la vraie création de contenu B2B. Ce type de création de contenu ici. Et ce type de création de contenu, vous pouvez la faire proprement. Vous n'avez pas besoin de prostituer votre âme ou quoi que ce soit. Le but, une fois de plus, on va même pas attendre à ce que les prospects viennent nous voir parce qu'en général, quand on fait purement du B2B, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un CTO ou un DSI. Il va aller sur LinkedIn de temps en temps. Il va regarder ses messages. Il va peut-être répondre à un ou deux messages ou trois messages, les plus pertinents ou ceux qui ont le meilleur timing. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être regarder, scroller peut-être 10-15 secondes. Voilà, et après il va passer à autre chose. Donc chercher la viralité, etc. Quand on fait du B2B, on s'en fiche. Donc nous, on crée du contenu pour rassurer justement nos prospects avant de les prospecter. Parce que quand on va les prospecter, ils vont avoir notre profil, ils verront qu'on a fait des posts. Les posts sont pas déconnants, ça parle de leurs problématiques. Ça va les motiver à nous répondre, tout simplement. Pour information, parmi les gens du programme, j'ai des gens jusqu'à euh, plus de 50 ans, plus de 55 ans qui créent du contenu, sans problème. Et c'est pas du contenu, ils pourraient leur montrer à leurs enfants ou à leurs petits-fils sans avoir peur qu'ils leur disent, oh là là, pourquoi t'écris des trucs comme ça, c'est bizarre. C'est propre, c'est bien fait, et ça fait le travail business que l'on fait. Erreur numéro 5, ça c'est classique. Ils ne mettent pas l'énergie où il faut. Alors ça, je l'ai vu trop de fois. Par exemple, écoute Karim, je me suis pas encore lancé sur l'acquisition client là, pas encore. D'abord, je dois finir mon site internet. Je dois le finir. Et après, je me lance sur les clients. C'est l'inverse qu'il faut faire, en fait. C'est l'inverse. Parce que c'est quoi un site internet? Un site internet, c'est un actif marketing. L'actif marketing, c'est quoi? Pour qu'il soit efficace, il faut l'avoir bien nourri avec son offre. Et l'offre, elle vient de quoi? Elle vient de la connaissance des clients que l'on a. Pour avoir la connaissance des clients que l'on a, il faut être rentré en contact avec des prospects, hein, et son réseau, bien évidemment. Donc en fait, c'est d'abord je rentre en contact avec des prospects, je fais mon offre de service en fonction de leurs problématiques, etc. Puis je crée des actifs marketing de type mon profil LinkedIn que je mets à jour, mon site web, des value assets, ça c'est des actifs marketing, etc., etc. Mais c'est dans cet ordre et pas dans le sens inverse. C'est pas parce que vous n'avez pas de site internet que c'est la fin du monde. Bien au contraire, en fait, les sites internet, là, en général, on s'en fiche. On s'en fiche. Faites-le après, ça vous fera une belle vitrine, etc. Mais vous allez au moins le nourrir avec un truc propre qui vient de la connaissance de vos clients et une offre qui est adaptée en fonction de ça. Sinon, c'est complètement inutile. Ça fait 6 mois que je travaille sur mon offre tout seul. 6 mois que je bosse dessus, je suis en train de la fignoler, je suis en train de l'adapter, etc., etc. Ok, super. Comment tu fais justement pour la fignoler ton offre? Ben écoute, je réfléchis, tu vois, de temps en temps, je me prends une demi-heure, une heure, et puis je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais changer? Ça amène une offre hors sol. Tant qu'elle n'a pas été convergée avec le client, tant qu'elle n'a pas été challengée par des prospects, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Donc là, on met pas l'énergie où il faut. Au lieu de mettre l'énergie dans je vais rentrer en contact avec des prospects de ma cible pour aller valider mon offre, on met l'énergie dans je me fais une petite retraite spirituelle où je vais m'auto-challenger sur mon offre, processus que je n'ai jamais fait avant, hein. Je suis un peu méchant, hein. Et c'est pour montrer un petit peu, j'exagère sur le trait de caractère, mais on n'est pas loin de la vérité. On n'est vraiment pas loin de la vérité. Je sais pas par quoi commencer. Karim, aujourd'hui, moi, je passe par un intermédiaire. Euh, j'ai un client unique. Écoute, j'ai 15 ans d'expérience, j'en ai marre d'être traité comme un salarié déguisé. Écoute, je vais vendre mes offres de service. Comment on fait? Qu'est-ce qui te bloque? Je sais pas par quoi commencer. C'est normal d'avoir ça. C'est normal. Le pire, c'est de rien faire. Et ça, on le verra plus tard. Il y a des gens, ils restent longtemps dans cette situation. Je ne sais pas par quoi commencer. Un an plus tard, je ne sais toujours pas par quoi commencer. Un an plus tard, je ne sais toujours pas par quoi commencer. Sans vouloir pousser mon activité, fais-toi aider. Moi, je prends toujours des accompagnements. Chaque année, je prends des accompagnements pour ma propre activité. Au moins un accompagnement chaque année. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de réinventer la roue. Parce qu'il y a déjà des choses que je fais, il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Je saurais pas forcément par où commencer. Je pourrais commencer par des choses, ça me dérange pas, mais je vais me perdre en route, je vais faire les ordres de base, etc. Je passe par des gens qui ont l'habitude de faire ça, je me fais aider, je vais vite.
ça autre chose. Donc, pour moi, celle-là, faites-vous aider, c'est quand même plus grave. Celle-là aussi, on revient sur l'offre. Écoute, Karim, j'ai changé 3 fois d'idée d'offre en quelques semaines. 3 fois d'idée. On en revient sur la deuxième. Il y a des gens qui pivotent trop souvent d'offres, hein. C'est-à-dire que, au lieu de mettre l'énergie sur le fait d'aller valider son offre, etc., ils pivotent tout seuls. Ne pivotez pas tant que vous n'avez pas des signaux clairs. Attention. Attention. Il y a des gens, des fois, ils ont pivoté plein de fois. Ça se trouve, le pivot numéro 3 était très bon, mais ils ont décidé de continuer à pivoter parce qu'ils ne se sont pas rendus compte, tout simplement. C'est le marché qui décide. Si le marché dit que c'est bon, c'est bon. C'est bon. Pas besoin de changer d'idée. Et enfin, celui-là, je travaille sur un SaaS, une chaîne YouTube, euh, euh, je vais faire une maison d'hôtes, je vais ci, je vais ça, en parallèle de mon projet de faire du fractional et de sortir du salarié. Une seule chose à dire, on a 24 heures, vous avez sûrement une famille, etc. Faut choisir ses combats au bout. On peut pas lancer 50 trucs en parallèle. Je veux bien que euh, les gens soient curieux intellectuellement, il n'y a aucun souci. La vérité, souvent, c'est ce qui se passe, hein. Je prends l'exemple du SaaS parce qu'il est très classique. Vous voulez lancer un SaaS qui est déjà très compliqué, vous voulez lancer sur du fractional, bah, vous allez 2 fois plus lentement que si vous faites la chose de façon unitaire. C'est tout. Voilà. Donc, vous mieux travailler sur un truc, se mettre à fond dedans. Et souvent, le plus simple pour se lancer en fractional, c'est de partir du levier de la mission qu'on a aujourd'hui pour commencer à faire du fractional en parallèle. Donc, il faut apprendre à le faire, etc. C'est de l'énergie à mettre. Donc, on peut pas faire 50 choses à part. Choisir vraiment ses combats, sinon, c'est là qu'attend. L'erreur numéro 6, c'est freelance expérimentés qui ont du réseau, qui connaissent du monde. Ils activent pas leur réseau. Ils l'activent pas suffisamment. Et quand je dis suffisamment, c'est-à-dire pas suffisamment profond. Et ça, c'est une grosse problématique. Ils me disent par exemple, écoute Karim, parmi mes profils LinkedIn, mes contacts LinkedIn, j'ai vraiment beaucoup de monde, hein. Et je leur dis, mais ok, je crois, t'as parlé à combien à ton avis en termes de pourcentage à ces gens? J'ai rajouté plein de gens, je rajoute les gens, je les accepte, mais je parle pas forcément avec eux. C'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Moi, je vous encourage carrément, dès ce soir, allez sur enfin, votre compte LinkedIn. Si vous avez Sales Navigator, hein, des versions premium, utilisez là aussi. Allez identifier des gens qui sont dans votre cible, des CTO, des DSI, peu importe, et lancez des messages. Salut Alain, je me rends compte que ça fait longtemps qu'on est connecté, donc on n'avait pas échangé, donc on n'a jamais échangé. Écoute, comment ça va de ton côté? Je vois que tu poses dans ça, blablabla. Allez, les gens, normalement, vous êtes censé avoir parlé à 100% de vos connexions sur LinkedIn. 100%. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a parlé à 20%, 10%. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et pareil, le réseau, votre réseau autre, on en parlera un peu plus tard. Les gens le font pas suffisamment. Par exemple, les anciens clients, hein. Écoute, Karim, c'est vrai que moi, quand je sors de chez un client, écoute, je coupe les ponts et je reprends jamais contact avec eux. Énorme erreur. Énorme erreur. Pour plein de raisons, d'ailleurs. La première raison, c'est que ce même client, même 5 ans plus tard, peut avoir du business pour vous. Ça, vous le savez. La deuxième raison, c'est que cet ancien DSI avec qui vous avez bossé dans la boîte A, ça se trouve dans la boîte B maintenant. Donc, il pourrait vous faire rentrer. Donc, contactez ce soir un, deux, trois anciens clients. Envoyez-leur des messages. Gardez contact avec vos anciens clients, c'est ultra important. C'est bête à dire, mais les gens le font pas beaucoup. Il y a extrêmement peu de gens qui le font. C'est quand même bête parce qu'on dit toujours, oui, quand on est indépendant, il faut avoir un réseau, il faut le nourrir, il faut le maintenir, etc. Ça, c'est beau dans la théorie, dans la pratique, ça se passe bien. Ensuite, souvent, il y a des gens, ils ont peut-être 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans. Et c'est vrai qu'ils ont plein de gens qui sont de leur cible, qui seraient proches de leur cible, mais avec qui ils n'ont pas échangé depuis longtemps. Je dis, bah, t'attends quoi alors? On va les contacter. Ouais, mais tu sais, ça fait longtemps que je les ai pas contactés. Ils vont se dire, ah ouais, bah dis donc, ça fait 15 ans qu'on n'a pas parlé, et quand tu viens me parler, c'est pour me parler business. Super. C'est dans la tête. Alors, on n'est pas des animaux. On va renouer le contact tranquillement. Mais il n'y a pas longtemps, avec un des indépendants du programme, euh, ça faisait, je crois, 15 ans, ou peut-être 15 ans, ou 20 ans, je sais pas, dans ces eaux-là. C'était des, euh, des anciens de son école. Ils avaient fait la même école d'ingénieurs, plusieurs d'entre eux, justement. Il les a pas recontactés depuis cette école d'ingénieurs, donc 15 ans ou 20 ans. Et le but, c'était d'essayer d'aller voir des interviews personnelles. Et il n'osait pas le faire au début. Et il l'a fait, et des gens ont répondu, ils ont pu discuter, etc. Il n'y a aucun souci. Souvent, c'est juste psychologique.
Donc, si ça fait longtemps que vous n'avez pas contacté des gens qui pourraient être intéressants pour votre activité, allez faire. Celle-là, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Quand on me dit, écoute Karim, c'est super ton truc de réseau, là, mais moi j'ai personne dans mon réseau qui serait intéressant pour mon business. C'est complètement faux de A à Z. Moi demain, si je veux lancer une PME pour faire des fusées, je trouverai des gens. Si je veux lancer une franchise de kebab, je trouverai des gens. Si je veux lancer une boutique de parfum, je trouverai des gens. Je n'ai pas ces personnes dans mon réseau de niveau 1, mais j'ai des gens qui peuvent me mettre en contact avec. Et ça, c'est très important. J'ai des gens qui gravitent autour. Je connais sûrement des gens qui sont des fournisseurs de ce genre de boîte. J'ai peut-être des anciens clients qui sont autour de ce genre de boîte. J'ai peut-être souvent des gens dans mon réseau dont je sais pertinemment qu'ils ont un gros réseau. Parce qu'il y a des gens, ils ont des gros réseaux. Ils connaissent tout le monde. Je fais les coups. Donc, on n'active pas suffisamment son réseau en profondeur. Et rappelez-vous, vous allez parler à une première personne, vous savez qu'elle a un gros réseau, vous allez demander des, euh, des contacts, etc. Vous allez parler à une autre personne, vous allez demander des contacts et vous allez sauter le niveau de réseau comme ça. Faites ce travail, ça marche super bien. Mais il faut le faire en profondeur. Pas seulement scroller rapidement sur sa liste de contacts et se dire j'ai rien trouvé, c'est la fin du monde. Erreur numéro 7. Les fausses croyances sur le marché. Alors, ce qui est drôle, c'est que les croyances sur le marché, on a beau avoir 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, en tant qu'indépendant, on a toujours des fausses croyances. Et ces fausses croyances, c'est compliqué parce que ça nous bloque des portes. Parce que ça nous cache plein d'opportunités qu'on pourrait aller chercher. Par exemple, souvent quand on fait le but, quand on fait du fractional, quand on veut sortir du salariat déguisé, c'est de vendre en priorité à des boîtes où on peut vendre ses services en direct. Donc les grands groupes, c'est compliqué. On va chercher de la start-up, de la PME, des boîtes où les processus d'achat de prestations intellectuelles sont pas encore trop rigides, et pas trop restrictifs. Donc on me dit de temps en temps, ouais mais Karim, les petites boîtes, elles ont pas d'argent. C'est faux. C'est faux. Ouais mais Karim, il y a que dans les, il y a que les grands groupes qui accepteront mon TJM. C'est faux. Déjà, il n'y a pas que le TJM dans la vie, on va voir derrière. Mais il y a des boîtes, il y a plein de très belles PME, plein de très belles ETI, plein de très belles startups. Aucun problème. Bien évidemment, ne va pas chercher des boîtes qui font, en termes de chiffre d'affaires, la facture que tu vas leur envoyer à la fin du mois. Si tu veux. Ça n'a pas de sens. Il y a plein de boîtes qui font beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas que les grands groupes dans la vie, il y a plein d'autres boîtes. Celle-là, j'entends tout le temps. Fausse croyance catastrophique aussi pour du fractionnel. Écoute, Karim, tu m'as dit de prospecter, je vais prospecter. Très bien. Par contre, je vais aller prospecter que des boîtes qui ont l'habitude de bosser avec des freelances, avec des indépendants. Comme ça, et comme ils ont l'habitude, ils diront oui plus facilement. Premièrement, tu vas te mettre de dos ou de côté plus de 90% du marché. 90% du marché, c'est au Gabouillon. Mais c'est une énorme partie du marché. Parce que la plus grande partie du marché ne travaille pas avec des indépendants, pas parce qu'ils les aiment pas, mais parce qu'ils sont pas là, ils n'ont pas l'occasion d'eux, c'est tout, simplement. Et la deuxième chose, c'est, et ça je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps aux indépendants, tout le temps. Ils me disent le fameux CDI freelance, blablabli, blabla. La vérité, c'est que CDI freelance, on s'en fiche. C'est des étiquettes. Euh, Quand quelqu'un vous dit ouais mais les freelances on les accepte pas, il faut aller creuser pourquoi. Oui mais on les accepte pas parce que si, parce que ça, parce qu'on voit quelqu'un qui se s'engage dans le temps, blablabli, blablabli, blablabla. Et ça peut se négocier. Ouais. Ça peut se négocier. Donc, de toute façon, vous pouvez utiliser n'importe quel type de boîte. Si vous arrivez au bon moment avec une bonne offre, que vous avez une bonne méthode de vente, etc., etc., que vous soyez freelance et que vous n'ayez jamais bossé avec, ça ne posera aucun souci. Ensuite, ouais, mais Karim, tu sais, je pense pas que c'est possible de vendre autre chose que des prestations au TJM à des prospects. Il n'y a que le TJM. De toute façon, il n'y a que le TJM qui existe. C'est faux. C'est complètement faux. Avec les freelances que j'accompagne, euh, on vend des prestats à l'abonnement, des prestats au forfait, des prestats en régie. On vend de tout. On vend de tout. Tout est possible. Le TJM, la problématique du TJM, euh, c'est que les gens ont été un petit peu, je sais pas, ils ont été bloqués, choqués par ce TJM qui a été poussé énormément aussi par les intermédiaires. Donc on a l'impression que la seule façon de facturer, c'est au TJM. C'est complètement faux.
Mais vraiment, c'est complètement fou. Vous pouvez tout à fait, vous, en tant qu'indépendant, vendre des prestations au forfait à 50K, avec un échelonnement de paiement, etc. Ça pose aucun souci. À des boîtes, peut-être qu'ils l'ont jamais fait. Ça pose aucun souci. Il n'y a pas que le TJM dans la vie. Le forfait, il y a l'abonnement, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Ouais, mais les entreprises, elles n'ont pas l'habitude. C'est pas dans les mœurs en France. Bullshit. Bullshit à 900%. Ça, le fait, c'est pas dans les mœurs. Ouais, mais ça se fait peut-être chez les anglo-saxons. Mais chez nous, ça se fait pas trop. Bullshit. C'est vrai pour certains autres cas, c'est vrai que l'aspect un peu des mœurs, un petit peu, j'appelle ça les mœurs, quoi. J'ai pas d'autres mots, mais euh, ça peut être le cas. Là, abonnement, forfait, jalonnement, paiement, blablabli, c'est du business. Au final, on s'en fiche un peu. Enfin, écoute Karim, euh, tu sais, moi j'ai des compétences, une expertise et je trouve aucune mission sur le marché quand je vais sur les job boards, quand je vais sur les plateformes de freelance. Je trouve rien qui correspond à mes compétences. Ça veut dire qu'en fait, il y a personne qui me recherche. C'est ça. C'est complètement fou. Premièrement, la majorité des missions freelance ne sont jamais postées sur les plateformes. Deuxièmement, la majorité des missions, des besoins des clients ne sont jamais exprimés sous forme de mission freelance. Ce que j'appelle le deep market. La grande majorité des besoins ne sont pas exprimés sous forme de mission et ne sont même pas sur Internet. La seule façon de les avoir, soit en prospectant, la plus efficace selon moi, soit en créant du contenu en attendant que les gens viennent vous voir. En B2B, ça se fait assez peu. Surtout pour dans le milieu de la tech, etc. Ça se fait assez peu. Rappelez-vous, on fait vraiment la création de contenu B2B. Ce n'est les DSI, les CTO, etc., etc. Ils n'ont pas forcément les mêmes habitudes, même si ça reste des êtres humains. Ils n'ont pas les mêmes habitudes de consommer LinkedIn que un freelance, un indépendant ou une personne justement d'une entreprise un peu lambda, si je puis dire. Erreur numéro 8. La majorité de ces indépendants là, qui veulent sortir du salariat déguisé, ils ont un peu un biais, un peu une insécurité que je comprends tout à fait, mais qui les mène dans une mauvaise direction selon moi, et je vais expliquer pourquoi. Ils préfèrent attirer que chasser. Ils préfèrent attendre que les prospects viennent les voir plutôt que d'aller les chercher. Parce que c'est le fameux, écoute, s'ils viennent me voir, en gros, eh ben, j'aurais pas grand-chose à faire, je parlerai juste technique et ça passe. Ceux qui sont venus me chercher, donc voilà, je serais pas mal à l'aise. C'est une énorme erreur de penser comme ça. Une énorme erreur. Par exemple, ils me disent, écoute, moi j'ose pas prospecter, hein, mais t'inquiète, quand j'ai le prospect en face de moi, je suis à l'aise. Je déroule, c'est facile. Très bien, aucun souci. Aucun souci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis que tu as commencé ton activité d'indépendant, tu es peut-être à l'aise quand tu as un prospect en face de toi, mais tu as eu zéro occasion d'avoir un prospect en face de toi. Pourquoi? Parce que tu sais pas comment aller les chercher. Donc, c'est bien de dire que tu es à l'aise quand tu es face à un prospect, mais si tu sais pas aller le chercher, tout est bloqué, malheureusement. Donc, il faut apprendre à aller chercher ses prospects. Ou alors, on me dise, je suis un très bon technicien, mais un très mauvais commercial. On en revient à ce qu'on avait dit au début, là. Euh, comme si ces trucs, c'était un peu, je sais pas, des opposés. Ouais, si je suis bon technicien, ça veut dire que je suis né avec. Dans le ventre de ma maman, effectivement, déjà, on commençait à parler technique. J'ai pas reçu le gène du commerce, donc c'est gris. Ça, il faut vraiment l'enlever de sa tête, hein. Ça, c'est un truc qui me rend fou, le fameux gène du commerce. Moi, je ne suis allé dans aucune école de commerce. J'ai appris ça sur le tas. Moi, je suis sorti de mon école d'ingé en 2010. J'avais le cerveau formaté comme un ingénieur. Euh, j'ai fait le parcours classique, classe prépa, etc. Que des maths partout. Commerce, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai appris sur le tas. Et en France, il y a 1 milliard de personnes comme moi. C'est un peu moins, parce qu'on est moins d'1 milliard. Mais la majorité des profils techniques, etc., étaient comme moi. Et au final, ils peuvent apprendre tout comme moi. C'est pas sorcier. Mais il faut apprendre, etc. Bon, moi, j'ai appris sur le tas, donc ça m'a pris du temps. Aujourd'hui, je le mets sous la forme de mon programme d'accompagnement pour que les indépendants puissent apprendre beaucoup plus rapidement. Mais ça s'apprend. Vous pouvez être un très bon technicien et un très bon commercial. Il n'y a aucun souci. Je veux pas qu'on me voit comme un marchand de tapis, carré. Tu vois, donc je préfère que les gens viennent. Tu vois. Je fais pas comme les marchands de tapis, c'est tout, hein. On sait tous comment on ne veut pas être abordé. On le sait. Il y a des messages de prospection, toujours les mêmes. On sait, on veut pas recevoir ça. Et quand on les regarde, on sait pourquoi on ne veut pas les recevoir. La problématique, c'est qu'on reçoit assez peu d'approches qualitatives.
de prospection. Donc, bon, on n'a pas forcément des bons exemples. Et aussi, souvent, malheureusement, dans notre vie de tous les jours, on a assez peu eu des interactions avec des bons vendeurs. Et ça, c'est un problème aussi. Ça, c'est un problème. Donc, il y a des moyens de faire de la prospection propre et de la vente propre. Ça prend. Je veux pas déranger. Les Américains, ils disent quoi? Bon, c'est les Américains, c'est toujours dans le folklore, etc. Ils te disent, si demain, tu avais la cure contre le vaccin, contre tous les cancers du monde, est-ce que tu n'irais pas taper à la porte, bon, je sais pas, de tous les hôpitaux, peu importe, ou même de tout le monde pour dire, écoutez, j'ai une cure, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a un cancer? Je peux le soigner, etc. Vous iriez faire ça. Pourquoi? Parce que vous ciblez bien et vous résolvez un vrai problème. Et bien, votre offre de service, c'est pareil. Vous allez faire un bon travail sur votre offre, vous allez bien cibler en prospection, etc. Si vous faites ça, vous dérangez personne. Et rappelez-vous, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Le fait que vous prospectiez, c'est normal. Donc, assumez le fait que vous prospectiez, prospectez bien, de façon personnalisée, et tout ira. Erreur numéro 9, presque à la fin, et ça c'est quelque chose qui est récent en effet, la majorité des gens n'utilisent pas bien l'IA quand on parle de fractionnement. En créant leur offre avec l'IA, en mettant à jour leur profil LinkedIn, en écrivant des messages de prospection et en écrivant des posts. J'ai créé mon offre avec l'IA. Qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Ça sort un truc creux. Parce que si vous n'avez pas de données de terrain, si vous n'avez pas validé votre offre avec des vraies personnes de votre site, par exemple je sais pas, des BSI d'un certain secteur, etc., une site précise qui vous intéresse, ça va sonner creux. Les expressions utilisées vont être celles du LLM, ça va pas être précis, ça va être un peu vague. C'est pas bon. Donc, typiquement, quand on parle d'offres, profil LinkedIn, message de prospection, post et tout, c'est des choses, moi, dans le programme d'accompagnement où j'ai des gros prompts qui permettent de faire ça, mais on les nourrit énormément avec les bonnes inputs, premièrement, et je les ai cadrés à mort avec beaucoup de contraintes, etc. Pour que ça me sorte exactement, je sais exactement à quoi m'attendre, et comme ça, j'ai pas de surprise. Si vous partez en mode freestyle, vous allez être surpris, et vous allez le sentir vous-même, ça va être trop vague. Profil LinkedIn, c'est la même chose. Aujourd'hui, le nombre de sections infos qui sont écrites de la même façon par souvent ChatGPT ou Claude ou peu importe, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Et souvent, c'est creux. Souvent, c'est creux. Ça, c'est la problématique. J'écris un message de prospection avec l'IA. On l'a dit tout à l'heure, forbidden, en tout cas pour l'instant. Faut pas le faire. Ça se voit trop. Écrivez avec vos petites mains, comme vous avez l'habitude de faire, et ça se fait très bien. J'écris un post avec l'IA, on en a parlé aussi un peu, ça se voit. Je sais pas qui m'avait dit, pas longtemps, je discutais avec quelqu'un et il me disait qu'en 2026, sur LinkedIn, il y a 25 fois plus de posts que l'année précédente, que 2025. 25 fois plus. Ou alors 2025 par rapport à avant. Un truc. En gros, depuis que les LLM sont très bons pour écrire des posts. Je me dis, c'est quand même la folie. Mais aussi, la problématique, c'est quoi? C'est que les posts écrits par des IA qui sont mal promptés, etc., ça se voit tout de suite, en fait. Une fois de plus, les aspects creux et compagnie, vagues, ça se voit tout de suite. Donc oui, l'IA, les LLM, on peut faire des trucs magnifiques avec, on peut créer des super offres et tout, toujours backupé avec de l'input, de la connaissance client, etc., un maximum de contraintes, etc., bien le cadrer, et là on peut faire du bon. Et enfin, l'erreur numéro 10 que je vois tout le temps, malheureusement, c'est que beaucoup d'indépendants qui veulent passer au next step, pour le coup, qui sont dans une mission classique et qui veulent passer sur un mode de type fractional, as a service, etc., ils sont piégés dans une cage dorée, ils n'arrivent pas à en sortir. Par exemple, écoute Karim, aujourd'hui je suis dans une mission, je fais mes 12, 14, 16K, voire même plus des fois par mois. Euh, c'est pas super intéressant, je te le cache pas, mais écoute, je reste quand même. Et la personne, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'elle fait ça. Mais bon, écoute, je reste comme si j'étais un peu bloqué, j'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à m'en sortir. Parce que c'est vrai que quand on est dans des missions comme ça, souvent, si on est dans des missions avec plein de réunions et compagnie, quand on sort, on veut faire absolument autre chose, euh, profiter de sa famille, etc. Et puis après, le lendemain, on rebolote et on se retrouve 5 ans, 10 ans plus tard et en fait, on fait la même chose depuis 10 ans et on n'a pas suivi ce qu'on voulait faire. Bon, moi, j'ai pas de méthode miracle, à part, effectivement, discuter avec moi dans le cadre de mon accompagnement, mais essayez d'allouer 10% de votre temps pour le next step. Forcez-vous. Forcez-vous.
J'ai pas mal de vidéos sur mon profil LinkedIn, justement à rajouter au fur et à mesure. Euh, Faites des actions, ne serait-ce que dans l'atelier que je vous ai montré aujourd'hui, il y a plein d'actions que vous pouvez faire, mais allouez 10% de votre temps pour le next step. Allouez ne serait-ce qu'une demi-heure, next step par jour. Une demi-heure, c'est pas bon. Souvent je me rappelle parmi les personnes que j'accompagne, euh, il y en a, ils se mettent à travailler sur le programme à partir de 21h ou 21h30 ou 22h quand les enfants sont couchés. Donc je reçois des messages de leur part à cet horaire-là. Donc ça veut bien dire que c'est possible. Mais allouez un peu de temps, sinon vous allez vous retrouver dans 10 ans et ça sera encore la même chose. La deuxième, la deuxième, on en parle peu. On en parle peu parce que le phénomène du freelancing en France, à cette ampleur, est un phénomène récent. C'est un phénomène qui date de 2020. Le freelancing existe depuis longtemps en France, il n'y a aucun souci, mais dans cette ampleur que depuis 2020. Et donc les gens ne sont pas encore habitués. Ils pensent que tu commences salarié, tu deviens freelance, indépendant, peu importe, et tu restes comme ça toute ta vie. Non. En fait, quand on va dans les milieux anglo-saxons, etc., il y a beaucoup de parcours hybrides, salarié, freelance, salarié, freelance. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, écoute, Karim, aujourd'hui, oui, je touche bien, mais je m'ennuie, et j'en ai marre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un poste en CDI pour aller faire des choses plus intéressantes, pour level up, pour peut-être même parfois prendre des responsabilités, etc. C'est une possibilité, bien évidemment, c'est une possibilité. Moi, je vous dis juste que, en faisant du fractional, le fractional est une façon, en restant indépendant, justement, de faire des choses intéressantes. Donc, vous restez indépendant et vous faites des choses intéressantes. Vous n'êtes pas forcément obligé de partir sur un poste salarié. Si vous voulez le faire, faites-le, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Mais c'est possible avec le fractional. Mais il y aura du boulot, bien évidemment, hein. On n'a rien sans rien, quoi. Ou alors, écoute, je suis dans une zone confortable, euh, et je m'en veux même de me plaindre. Franchement, j'ai un bon chiffre d'affaires. Je touche mieux que plus de 90%, voire même 95% des gens en France. Pourquoi je me plains? Si je m'ennuie, c'est pas grand-chose et tout. Ça, pour moi, c'est plus psychologique, plus personnel. Euh, on peut avoir de la gratitude pour la situation dans laquelle on est, le fait qu'on touche bien sa vie, en tout cas plus que la majorité des gens, plus qu'il y a quelques années. Mais on peut aussi avoir un parallèle de l'ambition. Mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Faut pas s'en vouloir de vouloir plus, de faire des choses plus intéressantes, etc., etc. Parce que des fois, les gens se retrouvent bloqués là-dedans, dans une situation. Je reste dans ma mission parce que, écoute, c'est quand même super, je touche bien, etc. J'ai pas à me plaindre, en fait. J'ai pas à me plaindre. Bah, et si tu te sens pas bien, c'est normal que tu te plaignes. Donc, il y a peut-être des choses à faire. Et enfin, j'ai une famille à soutenir. Donc, écoute, oui, Karim, j'aimerais passer sur du fractional. J'aimerais sortir du salarié déguisé. Mais je peux pas me le permettre, j'ai une famille à soutenir. Objectif très noble. Il y a zéro souci par rapport à ça. Sauf que, on voit ça comme tout ou rien. Soit j'ai une mission classique à travers un intermédiaire, soit je fais du fractional. Non, ça marche pas comme ça. Il y a plein de modèles possibles. Au début d'ailleurs, restez en mission, commencez à vendre des prestats en fractional en parallèle. Montez en compétence pour apprendre à le faire, puis faites-le. Après, peut-être que vous pouvez rester juste sur ce mode, du temps plein, et de temps en temps vendre un peu de fractional. Pas de souci. Très bien. Ou alors, votre mission qui est à 5 jours sur 5, si vous entendez votre client, peut-être que vous pouvez baisser un peu la voilure, 4 jours sur 5 pour faire plus de fractional. Ou alors, plus tard, si vous voulez faire du fractional à 100%. Tout est possible. C'est pas A ou B, c'est A et B, c'est A plus petit, B plus grand, tout est possible. Il y a pas de voie unique. La seule voie qui est importante, c'est la voie qui sera bonne par vous par rapport à vos contraintes, par rapport à ce que vous voulez faire, etc., etc. Voilà, voilà pour les 10 erreurs. Je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans tout ce que je vous ai dit et que ça vous bloque et que vous êtes déjà fractionnel ou vous voulez devenir fractionnel, vous allez simplement m'envoyer soit un petit message sur LinkedIn directement, soit prendre un appel découverte. On discutera un petit peu de là où vous en êtes, du type de problématiques que vous avez, et puis je vous dirai assez rapidement si je peux vous aider à travers mon programme d'accompagnement de Strategic Shift. Voilà, je vous dis à très bientôt.